Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Movers and Shakers. Aujourd'hui, je suis ravie de co-hoster cet épisode avec Roman, investisseur chez nous. Salut Roman, coucou. Avant de vous présenter notre invité de marque, je voulais aussi vous en présenter un autre. Un troisième co-host, exceptionnellement pour cet épisode, c'est Édouard Naté. Salut Édouard. Salut. Édouard, on te connaît très bien car on avait investi dans ta première boîte, Fox Intelligence, que tu as revendue à Nielsen IQ. Puis ensuite, tu as lancé il y a un peu plus d'un an Willgo, une app qui accompagne les collégiens et lycéens à réussir scolairement. C'est-à-dire, je répète, attention, avoir une routine de travail, aider à apprendre et motiver. Exactement. Et tu utilises les mêmes logiques qui fonctionnent pour les jeux et les grands sportifs, toutes les logiques de motivation. Exactement. Tu nous en parleras un peu plus peut-être après. Et donc enfin, notre invité, qui est-il ? On a le plaisir de passer 1 heure aujourd'hui avec Nicolas Mazurier, alias Ewen. C'est ça. Hello Nicolas. Hello. Nicolas est créateur de contenu. Vous le suivez peut-être déjà sur YouTube où il propose du contenu orienté tech. Ou Ewen, alias Nicolas. Tu développes des jeux, tu codes, des bots, des programmes, juste pour t'amuser, apprendre et quand même voir si tu peux gagner un peu d'argent avec. Je fais tout ce qu'il est possible de faire. Tu vas nous en parler. Nicolas, c'est un entrepreneur dans l'âme. Avant cela, tu as monté des boîtes que tu as revendues. Et enfin, tu as monté ton studio de développement de jeux vidéo où tu crées des expériences virtuelles dans Roblox, Fortnite, des trucs que je suis désolée, moi je suis vieille, je suis pas la génération Roblox, mais j'ai entendu qu'il y a plein de choses qui se passent sur ces jeux. C'est une ère immense et c'est vrai que quand t'es pas dedans, tu t'en rends pas compte, mais c'est monstrueux. Les stats derrière, c'est vraiment... Exactement, c'est Roman qui nous a amené ça et tu vas aussi nous en parler. Je rappelle quand même que tu n'as que 24... J'ai 23 ans, 24 dans 2 semaines. Voilà, il n'a que 23 ans, il a déjà fait tout ça. En gros, vous l'avez compris, Édouard et Ewen viennent de mondes différents, mais se retrouvent sur un point central, la tech comme terrain d'expérimentation. Vous avez tous les deux la même approche, le learning by doing. Le code comme levier d'apprentissage, de création et de business. Une obsession commune pour les jeunes générations, comment elles apprennent, comment elles créent, comment elles consomment et entreprennent. Et une vision très concrète de la tech comme un outil pour tester vite et construire des produits. Bref, vous parlez le même langage, celui du build. Alors, allons-y, on commence. Excellent. C'est un autre langage. Il y a juste une petite coquille, j'ai pas encore revendu de boîte. Ah oui. Peut-être un jour, mais tu non. les as montés, tes 2 boîtes dans la food. Il y en avait une dans la food. J'ai fait des projets. Alors, j'ai monté plein de projets. Il y en a qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Là, aujourd'hui, j'ai 3 sociétés, dont ma société sur YouTube. Eh bien, écoute, allons-y. Vas-y, dis-nous d'où tu viens, qui tu es, avant d'être devenu le Ewen qu'on connaît ou que les auditeurs connaissent. Si on refait un peu le parcours, moi je viens de Nantes de base, mais j'ai déménagé à Paris pour faire mes études à Paris-Dauphine. Et au début, j'avais aucun projet. C'est-à-dire que j'ai juste ce background un peu entrepreneur et codeur parce que je kiffe faire des choses, coder des trucs et tout, mais jamais à échelle professionnelle. Donc juste, je faisais des jeux pour mes potes, des logiciels pour m'aider à réviser mes cours, des choses comme ça. J'ai fait plein de trucs. Mais je suis arrivé à Dauphine parce que c'était la suite logique de mon cursus. Et là, j'ai pu découvrir l'incubateur de Dauphine. Donc c'est une première porte un peu pour voir un peu... le milieu professionnel derrière l'entrepreneuriat. Ça m'a donné plein d'idées et j'ai eu ce défi de je veux rejoindre l'incubateur et donc je veux créer un projet juste pour rejoindre l'incubateur. Ce qui n'est pas forcément la bonne mentalité à avoir, mais c'était un peu mon objectif et du coup j'ai mis beaucoup d'énergie sur ça, moins sur les études. Donc tu as droppé Dauphine. Enfin, t'as pas fini ton cursus, mais justement, ouais, j'ai réussi à rejoindre l'incubateur avec ces 2 projets que j'ai pas continué. Mais après, j'ai commencé à faire d'autres choses à côté, dont YouTube, dont les 2 autres boîtes dont je vais pouvoir parler, Sandblock, qui est un studio de jeu, et Block Media, qui est une agence d'influence. Et là, en fait, c'était la situation où tout s'accélère à côté et il faut faire un choix. Soit on se met à 100% dans le pro, soit on est dans un mix un peu ambigu entre j'ai les études et les partiels et en même temps j'ai ça à côté mais je peux pas m'y mettre à fond. J'ai arrêté les études et je me suis mis à fond là-dedans et je m'épanouis pas mal. Ah non, mais c'est énorme. Combien d'abonnés aujourd'hui en tout cas? Je dois être à 220 000 je crois sur YouTube. Et comment ça se passe du coup? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment peut-être l'ascension L'ascension, alors en plus c'est très récent que je fais des vidéos sur ma chaîne, ça doit faire 2 ans. Mais pour le background, en gros, moi je suis ami avec un YouTuber un peu plus connu qui a 3 millions d'abonnés qui s'appelle Fuse.
Et c'est avec lui que j'ai commencé aussi à créer des projets. C'est aussi mon associé dans les 2 boîtes où je suis actuellement. Faut savoir qu'en fait, j'étais un peu son bras droit en parallèle de tout ce que je faisais. Et donc, je l'aidais à faire des tournages, des montages, des vidéos. Je faisais le développement de ces vidéos parce qu'il fallait coder des petits trucs, etc. Et puis à un moment, j'ai voulu lancer ma chaîne. J'ai fait des vidéos et puis ça a commencé à marcher pour moi, donc c'était assez cool. Et il faut savoir qu'en plus de base sur ma chaîne, je faisais quelque chose qui avait rien à voir avec aujourd'hui. Je faisais un peu plus ce qu'on appelle du contenu IRL. Je faisais des défis dans la rue. Je voulais faire tester de monter un commerce, des choses qui n'ont rien à voir avec le code. Et puis à un moment, j'ai voulu tester de coder un truc parce que c'est un peu ce qui me définit Ouais. au fond. Et j'ai fait un bot pour tricher aux échecs. C'est-à-dire que je sais pas jouer aux échecs. Je sais que mon pote Fuse, il jouait beaucoup à ce moment-là. Et c'était un peu mon challenge de faire un bot pour le battre aux échecs alors que je sais pas y jouer. J'y croyais pas forcément à la vidéo. Je me suis bien amusé à le faire. En vrai, c'était trop cool. Et en fait, je l'ai posté et j'ai fait 500 000 vues en 1 à 2 semaines. Là où je faisais 50 à 100 000 vues sur mes vidéos précédentes. Donc je me suis dit, il y a peut-être un truc. Et pareil, j'ai commencé à aussi faire des vidéos où je parlais de ces fameux projets que je codais au lycée, au collège, les logiciels pour m'aider aux devoirs, les trucs pour réviser, les jeux que j'ai pu faire. Et du coup, je présentais ça en mode voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et pareil, c'est un format qui a beaucoup plu. J'ai commencé à créer une communauté un peu autour de la tech et du code. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est naturel, c'est ça la DA. Ouais. C'est à chaque fois, les youtubeurs souvent se cherchent. Là, je me suis un peu trouvé et du coup, je fais pas mal d'expériences en lien avec le code et l'entrepreneuriat et c'est plutôt cool. C'est génial. Donc, en fait, Je il suis, te concurrence. en fait, je suis hyper impressionné par le niveau de maturité. Alors, le tien et celui de ta génération, qui a rien à voir. Moi, j'ai 42 ans, qui a rien à voir avec les gens, enfin, les gens qui avaient 20 ans à mon époque, n'avaient pas du tout le même niveau de suite dans les idées. Alors, peut-être moins de rôle modèle. Si je peux poser une question, Ouais, vas-y, Edouard. qu'est-ce qui a fait que que t'as acquis cette maturité? Est-ce qu'il y a eu des rôles modèles? Est-ce qu'il y a eu des histoires que tu as lues? Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, bah, ça c'est pour moi et qui t'ont lancé là-dedans? Je sais pas si s'il y a eu des exemples très concrets. Je pense que j'ai toujours aimé créer et ça semblait assez naturel de créer pour les gens et d'essayer d'avoir une audience, d'essayer d'avoir des utilisateurs sur ce que je crée. Et c'est ça qui a un peu forcé l'idée de devoir se professionnaliser et d'essayer de réfléchir à comment faire les choses plus sérieusement. C'est-à-dire qu'on est passé de moi dans ma chambre qui va coder un truc pour tricher un jeu ou qui va coder un logiciel pour m'aider à réviser et qui en vrai le truc était très mal codé mais ça fonctionnait, à moi qui va réfléchir à est-ce que je pourrais pas recruter des gens pour m'aider, est-ce que je pourrais pas essayer d'avoir une audience, communiquer là-dessus et donc c'est ça je pense qui force à essayer de se prendre en main plus rapidement que les autres peut-être parce que je rentre dans le milieu professionnel plus rapidement que si j'avais fait un cursus classique d'études. C'est-à-dire que si j'avais fait une licence, un master, peut-être un doctorat, bon bah, j'aurais touché au milieu professionnel beaucoup plus tardivement, peut-être un peu si j'avais fait une alternance. Là, dès mes 18 ans, j'ai créé une auto-entreprise pour essayer de commencer à faire des prestations pour des gens et à essayer de me professionnaliser. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on apprend plus vite dans le domaine. Et attends, toi qui codes aussi depuis très longtemps, mais tu faisais pareil, tu codais des trucs pour tricher ou t'aidais aux examens et tout, parce que moi je suis désolée, j'étais pas du tout. Ah mais j'étais Moi, le geek de service. j'écrivais mes anti-sèches sur ma règle. Non, Alors, non, mais moi, je sais pas, j'ai Et pas moi je fait les tout faisais ça. sur ma calculatrice, j'avais fait mais- un programme. Non, mais tu faisais tu passais pour le geek de service? Oui et non, c'est-à-dire qu'en vrai en classe je le montrais pas, j'étais juste très, très timide et très dans mon coin. Mais bon, bon en cours. J'avais pas de problème en cours. C'est-à-dire que je pense que j'avais des facilités aussi pour les matières. Et donc, j'étais le geek, mais plus pour mes potes. C'est-à-dire que j'avais fait un jeu avec mes potes et on y jouait dessus. Et on se partageait des sauvegardes. C'est-à-dire j'avais fait un espèce de Minecraft 2D. On pouvait faire des sauvegardes et on pouvait se faire des mondes et se les échanger entre nous. Et c'est plus pour ça où j'étais vraiment... Il n'y a que moi dans mes potes qui faisaient ça. Ah ouais. C'est plus à ce niveau-là. Mais toi, tu faisais ça aussi, Edouard? alors moi, je viens de me rendre compte, ça fait un peu bête ce que je veux dire, parce que maintenant, donc avec mes 3 camarades, on a monté Willgo pour aider les enfants. En fait, j'avais complètement oublié, quand j'étais en prépa, j'avais fait un site qui s'appelait Spices. .fr.fm parce que les points tout simples étaient hyper chers à l'époque, qui était effectivement le fait d'aller chercher en prépa tous les cours et toutes les annales qui existaient et de les mettre de manière pas tout à fait légale sur un site. Je pense qu'il y avait 2 choses. Est-ce que tu disais le côté du geek de service qui était
Il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient coder à mon époque, par exemple. On était 3-4, on codait tous en PHP et on était le seul à le faire. Et ensuite, je pense qu'il y avait un besoin de... Moi, en tout cas, chez moi, une sorte de petit besoin de reconnaissance, de se dire, tiens, je fais un truc que les autres utilisent. C'était hyper grisant de se dire, il y a la moitié de la prépa qui s'est connectée dessus. Donc non, C'est les geeks vrai, de ça. service jouent C'est exactement très vrai. le rôle que tu évoques. Mais c'est surtout que, comme tu dis, c'est vrai que ça me fait aussi écho. Moi, j'avais un plaisir à voir mes potes jouer à mon jeu. Il y a de la dopamine à voir vraiment que tu crées quelque chose qui est utilisé par des personnes. C'est ça qui était trop bien. Romane, est-ce que tu voulais... Moi, je me disais, est-ce que tu parlais d'un peu de ta motivation aussi de créer en public? Du coup, est-ce que tu fais un peu partie de cette trend building public? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça te motive? Est-ce que... Build-in public, alors là, c'est du coup vraiment sphère professionnelle. C'est une grosse tendance en ce moment de faire ce qu'on appelle du build-in public. Le build-in public, c'est l'idée de construire un projet entrepreneurial publiquement. Et c'est-à-dire de publier à la fois les réussites, mais aussi les échecs, aussi les chiffres, le nombre d'utilisateurs. Alors ça dépend lesquels, mais même on peut parler des revenus, des pertes financières. C'est vraiment l'idée d'aller sur les réseaux, que ce soit... Alors beaucoup le font sur LinkedIn, il y en a qui le font sur TikTok, il y en a qui le font sur YouTube. C'est plus ou moins ce que je fais à mon échelle sur YouTube. Quand je code un projet, par exemple, je code un jeu sur Roblox, on aura l'occasion d'en parler, pour voir si ça rapporte de l'argent. Je fais ce qu'on appelle du build-in public. C'est juste qu'à mon échelle, je fais sur une seule vidéo et peut-être après, je vais communiquer derrière sur ce que ça a rapporté. Mais il y en a qui le font vraiment sur toute l'espérance de vie de leur boîte, qui le font de A à Z, qui se disent OK, qui analysent d'abord le marché publiquement, qui essayent de poser des questions, qui vont créer la boîte, Et je trouve ça hyper intéressant. C'est quelque chose qui est hyper populaire aux États-Unis, qui s'importe de plus en plus en France. Moi-même, j'en suis pas mal des créateurs qui font du build-in public. Il y en a beaucoup dans l'univers des SaaS, si ça vous parle, qui font ça parce que forcément, c'est un outil qui est digital et donc communiquer sur Twitter, etc., à des personnes qui vont pouvoir l'utiliser, c'est hyper naturel et en plus, ça leur rapporte des utilisateurs. Donc je me rappelle même plus de la question initiale, mais pour le coup, c'est Est-ce quelque que chose tu qui fais me parle partie de cette complètement. trend-là? C'est vrai parce qu'on en a vu plein, même Respire, la boîte de déodorant, donc c'est même pas forcément que dans le SaaS. Enfin bref, il y a plein d'histoires assez intéressantes et je trouvais que ta façon de créer tes vidéos, ça a inspiré à créer. Et donc, est-ce que tu vois, c'est une nouvelle façon d'entreprendre? C'est une nouvelle façon, ouais, c'est de fou. Et j'adore à mon échelle faire ça. C'est juste que forcément, il y a des choses que tu peux faire et que tu peux pas faire. La limite que je vois, par exemple, avec Sandblock, qui est mon studio de jeu, c'est qu'on bosse avec des professionnels. Et c'est un peu la limite où tu peux plus parler publiquement. C'est-à-dire que quand on fait des projets, tant qu'ils sont pas sortis, on peut pas en parler. Alors à voir au cas par cas. Mais pour le coup, Respire, vu que c'est que des choses en interne et tout, c'est eux qui choisissent de ce qu'ils peuvent dire ou pas. Et justement, ils ont intérêt à parler de ce qui n'est pas encore sorti parce que ça va hyper les gens. C'est ça qui est intéressant. Si on revient sur ton business qui est quand même de développer des jeux, Ouais. comment aujourd'hui tu as commencé, tu as déployé des jeux pour le Renault, comment tu as senti comment on est venu vers toi? Enfin, c'est une nouvelle façon de faire du marketing. Il y a Renault, Ikea qui mettent des budgets C'est pour... trop drôle les projets qu'on fait. Moi, je m'amuse comme un fou en tant que créatif là-dedans. C'est trop cool. J'adore. Pour donner un peu Qu'est-ce qu'on faisait nous en école de commerce en fait, ou en IUT, ou je sais pas ce que vous avez fait. Mais Ouais, c'est des opérations marketing qui vont faire parler parce que justement, ça impressionne. Pour donner du contexte, Sandblock, du coup, c'est un studio de jeu, mais la particularité, c'est qu'on a un studio de jeu qui fait à la fois du B2B, donc on travaille avec des marques, et du B2C, on fait des projets directement pour les joueurs. La partie B2B, c'est celle dont on parle, c'est l'idée de faire des projets pour des marques qui vont faire parler dans des cadres d'opérations de communication. Et on a fait par exemple un projet pour Renault, c'est très parlant, c'est qu'ils sortaient la nouvelle Renault R5 électrique. La voiture jaune, on la voyait un peu partout dans Paris, ils ont fait de la pub dans le métro, sur les billboards, etc. Et ils ont fait un jeu Minecraft avec nous. excellent. Alors pas que, c'est-à-dire que c'était une campagne de communication un peu plus globale. Leur but, c'était d'intégrer leur Renault dans tous les jeux. Et donc, ça se fait par ce qu'on appelle le modding, le fait de modifier un jeu existant. Donc, ils l'ont fait sur Subnautica, ils l'ont fait sur Roblox, ils l'ont fait sur Minecraft. Et sur Minecraft, on leur a proposé d'aller encore plus loin, c'est-à-dire de pas juste intégrer la voiture dans Minecraft, c'est de faire une vraie compétition où les joueurs vont pouvoir se connecter à un serveur et vont pouvoir faire des courses de voitures un peu comme Mario Kart en Renault R5. Et tu pouvais débloquer des couleurs, il y avait tout un système de gamification. Et l'idée, c'est que
au lieu de faire une publicité comme ça, classique dans le métro ou même sur YouTube, que les gens vont skipper et qui ne va pas forcément les marquer, là, vu qu'on joue, on va passer potentiellement 15 minutes dans un jeu à but communicatif, on va s'en rappeler. Ça joue sur les sens, ça joue sur les émotions et ça fait parler. C'est-à-dire qu'il y a des médias qui vont pouvoir rebondir dessus parce que c'est original. Et il y a aussi des créateurs de contenu qui vont faire du contenu dessus. Et c'est ce qu'on appelle learn media. C'est l'idée que c'est de la communication gratuite parce que des gens trouvent ça tellement original qu'ils vont eux-mêmes faire du contenu par-dessus, que ce soit des youtubeurs, des tiktokers, etc. Et c'est trop intéressant parce que nous, on est vraiment sur ces 3 verticales-là. Et en plus de ça, on peut faire ce qu'on appelle une campagne d'amplification. C'est-à-dire que ce projet-là, on va essayer d'impacter un maximum de monde en rajoutant des influenceurs dessus. Donc potentiellement des streamers vont faire une compétition de voitures en stream. Un YouTuber va, dans une vidéo, dire « Ah d'ailleurs, nouveauté sur Minecraft, je ne sais pas si vous avez vu passer ce serveur de Renault, etc. » Et donc ça fait des grosses opérations de communication qui font parler. Mais sans parler du coup, de l'amplification derrière et de toutes les autres cibles que tu touches après, on se dit peut-être que les jeux, au départ, c'est des audiences qui sont très jeunes. Et pourquoi est-ce que ça intéresse Renault, qui vend des voitures, de parler à des enfants de 14, 15 ans, 16 ans sur Minecraft ? Nous, il y a 2 KPIs qu'on fait attention. Il y a alors, tout ce qui va être joueur, nombre de connectés, le temps passé sur le jeu. Alors ça, effectivement, ça va être des audiences très jeunes. Parce que de nature, on va parler là où sont les jeunes, donc sur Minecraft, sur Roblox, sur Fortnite. C'est des jeux de base et nous, on vient faire une expérience par-dessus le jeu pour que les jeunes puissent y jouer. Mais on fait aussi attention à ce qu'est le nombre d'impressions, le nombre de vues, le nombre de streams. Du coup, dans le cas si on reparle de l'amplification, un streamer, s'il a 2000 personnes en live, c'est 2000 personnes qui ne vont pas forcément jouer au jeu, mais ça va être 2000 personnes qui sont potentiellement beaucoup plus âgées. On va regarder la tranche d'âge de l'influenceur. Et la personne qui regarde le stream va être aussi impactée que si elle jouait au jeu, parce qu'elle voit son créateur jouer au jeu. Donc la campagne marche aussi. Donc ça n'impacte pas forcément que les jeunes, même si on ne va pas se le cacher, ça reste quand même dans les tranches d'âge de 12 à 30 ans. Forcément, sur stream, sur Twitch, sur YouTube, c'est ce genre de tranche d'âge. L'intérêt ensuite de communiquer auprès des jeunes, c'est que c'est des audiences qui vont grandir. Et donc, des grands groupes ont intérêt, nous on fait beaucoup de projets pour des grands groupes et pas tant pour des startups, c'est que les grands groupes ont intérêt à communiquer auprès des jeunes qui vont grandir avec eux. Et donc, si un jeune commence à jouer à un jeu Renault, à voir cette voiture-là, peut-être qu'elle ne va pas pouvoir l'acheter de manière très logique, mais elle va grandir avec cette idée de « Ah, en fait, les voitures peuvent être électriques. Ah, en fait, ça va éduquer la personne qui va grandir avec cette idée et qui va penser à Renault le jour où elle en aura besoin. » Et ça se fait beaucoup. Il y a d'autres marques qui font ça. Nous, on accompagne aussi des banques, on accompagne d'autres grands groupes qui communiquent auprès des jeunes, avec pas forcément une visée héroïste, c'est plus une visée de faire parler d'eux. On pourrait avoir un petit castor Wilgo qui se promène. Non, mais j'ai juste une remarque un peu de vieux émerveillé. Mais j'adore, si moi vieux. aussi, je suis très émerveillée aussi. Non, mais je parlais de maturité tout à l'heure. Je ne sais pas si tu imagines à quel point le niveau de sophistication au sens positif que toi tu as quand tu parles des gens que tu vas toucher, des KPI que tu suis, de la stratégie marketing que peut suivre un de tes clients et que toi tu comprends et que tu décides d'embrasser et de même, créer des stratégies on top, par exemple d'amplification, etc. Si je pense, moi j'ai commencé à faire du marketing donc en 2012, premier projet de boîte dans le e-commerce, où à l'époque on achetait des milliers ou des millions de vues, on achetait des secondes à la télévision, etc. Ouais, le média en face qui nous vendait ça, le mec ou la meuf qui nous vendait ça n'avait pas du tout le niveau de compréhension business, une compréhension de la valeur qu'il ou elle allait nous apporter. Et j'imagine que quelqu'un de chez Renault qui te parle, et c'est pas pour te faire plaisir que je te dis ça. Non, mais vraiment, ça doit être génial de bosser avec un mec comme toi. Franchement. Merci beaucoup. Non, mais c'est qu'on essaye de comprendre un peu l'enjeu. Nous, ce qui est difficile aussi, c'est qu'on parle à des grands groupes. Donc, ça paraît naturel comment j'en parle, mais dans les faits, c'est compliqué. Les grands groupes, c'est beaucoup de process, c'est beaucoup de... Alors, même en général, on ne travaille pas directement avec les grands groupes, on travaille par le biais d'agences comme Havas, des grands groupes, qui, eux, ont l'habitude de parler à ces personnes-là. Mais en fait, dans les faits, on se retrouve très souvent à parler directement avec des hauts placés au sein
de banques. Nous, on a beaucoup travaillé, par exemple, avec le Crédit Agricole, avec JBL. C'est des marques où on parle à des personnes qui nous dépassent en termes de mais tu responsabilité. fais quoi avec Crédit Agricole, par exemple? Avec le Crédit Agricole, alors on a fait pas mal de choses avec eux. Il faut savoir que le Crédit Agricole a des enjeux à communiquer dans la sphère gaming et dans l'e-sport. Et ils ont créé une sous-marque, je ne sais même pas si c'est vraiment une marque ou quoi, mais ils ont créé une communauté Discord qui s'appelle Shortcut. Et en fait, leur objectif avec ça, c'est de rassembler plein de joueurs. C'est de faire une très grosse communauté de joueurs sur leur Discord. Et nous, on a fait beaucoup d'opérations pour essayer de faire parler de ce projet. On a fait un calendrier de l'avant sur Minecraft. On a fait aussi des collaborations avec pas mal de créateurs. On a fait pas mal de choses avec eux pour essayer de faire grossir ce Discord. Et en fait, l'idée, c'est que ce Discord-là, c'est quelque chose qu'ils possèdent au même titre qu'un compte Instagram, qu'un site, etc. Et donc, ils peuvent avoir des opérations, et ils ont toute une roadmap sur l'année, un calendrier d'enjeux de communication qu'ils ont, et ils peuvent profiter de cette communauté-là pour parler. Donc, il y a vraiment ce truc on va faire quelque chose, un jeu, quelque chose de rigolo, quelque chose qui va faire parler pour attirer des jeunes communautés. Et ensuite, on peut faire, encore une fois, de l'amplification. Donc, essayer de profiter de cette audience pour les rediriger vers des services, vers tout ce que peut proposer le Crédit Agricole. C'est énorme. Je n'avais pas du tout conscience, moi, de ce nouveau levier-là de marketing. C'est incroyable. Franchement. Pour le coup, c'est des choses en plus auxquelles on ne se rend pas forcément compte. On sait que les banques sponsorisent, par exemple, le sport, donc des équipes de foot, etc. Mais maintenant, ils sponsorisent aussi des équipes d'e-sport. Donc, ça soit, par exemple, je sais que le Crédit Agricole sponsorise Vitality, c'est un sponsor à l'année. Et donc, à chaque match, etc., ils profitent de cette audience. Ce qu'il faut aussi dans ton expérience, c'est que tu te retrouves à être partenaire officiel de Minecraft et à travailler avec Microsoft. Je viens un peu chercher le fun fact ici. Mais dis-moi ce que tu m'as dit. Je vois où tu veux en venir. Ouais, non, alors du coup, là, c'est pas mal, ça fait une belle transition. Là, on parle du B2B. Nous, on a aussi une grosse sphère B2C. C'est-à-dire qu'on crée des jeux aussi à notre compte et à viser des joueurs directement, pas pour communiquer, mais juste pour les amuser. Donc, on a commencé sur Minecraft. C'est pour ça que j'en parle beaucoup, c'est qu'on a fait pas mal de projets sur Minecraft et là, depuis 1 an et demi, on en fait sur Roblox. Mais on en a tellement fait sur Minecraft qu'on est partenaire avec Microsoft, qui possède l'éditeur, enfin qui a racheté Mojang, qui possède Minecraft. Donc le jeu est dirigé par Microsoft aujourd'hui. Et nous, on est partenaire avec eux, c'est-à-dire qu'on est capable de publier du contenu sur ce qu'ils appellent une marketplace. C'est une plateforme d'achat de contenu intégré, que ce soit des add-ons pour rajouter des features à ton jeu, des maps aventures, des ressources packs, des skins. Tout ça, on est capable d'en créer et de le proposer sur cette marketplace. Et c'est quelque chose qui est pas mal contrôlé par Microsoft. Eux, ils ont beaucoup d'enjeux à ce qui sort sur Minecraft parce que c'est directement relié à leur image. Et donc, c'est pas facile d'être partenaire. On est très peu dans le monde. Et on a aussi la chance du coup d'être en contact très direct avec eux. Et je pense que là où tu veux aller en venir, Roman, c'est que on a eu l'occasion, je t'en parlais, c'est que nous on essaye d'être le plus proche d'eux parce que forcément ça défend nos intérêts d'avoir une bonne relation avec eux. On était parti à Seattle il y a 1 an et demi, on était allé faire un bateau Minecraft avec les équipes de Microsoft. On était allé un peu au culot, c'est-à-dire qu'on s'est dit ouais ça serait cool d'aller à Seattle. Et vraiment, il n'y a pas de raison derrière, on n'avait aucun projet ou quoi, on s'est juste dit que ce serait un bon séminaire d'aller à Seattle en équipe. Et on s'est dit au culot, on a proposé à notre responsable d'aller faire un bateau Minecraft avec lui, de faire quelque chose en conditions réelles, c'est-à-dire que le bateau faisait 2 mètres sur 1 mètre et on l'a mis dans l'eau. Et donc, lui avait fait des études en peinture, etc. On a peint tout un bateau qu'on est allé faire flotter avec eux pendant 3 jours à Seattle. Et aujourd'hui, là, il est devant les locaux de Microsoft à Redmond. C'est assez rigolo. Je crois qu'ils veulent s'en débarrasser. Ils l'ont mis aux enchères parce que ça fait 1 an qu'ils traînent. Et autant ça les amuse, autant les supérieurs, peut-être qu'ils comprennent un peu moins le délire. C'est ça qui est rigolo aussi avec Sandbox, c'est qu'on fait pas mal d'aventures, que ce soit déjà des marques qui ont tous des enjeux de communication différents. Et donc, ça donne lieu à plein de projets qui n'ont rien à voir. Sur nous-mêmes, nos propres projets, tout ce qu'on peut faire, toutes les idées qu'on peut avoir et toutes les expériences que ça peut entraîner. C'est ça que j'adore dans ce projet, c'est que c'est purement créatif. Peut-être pour rester et conclure sur le B2C, Edouard, toi, à travers le produit WillGo, est-ce que tu penses que l'avenir, le futur du marketing, c'est des expériences qui sont jouables ?
L'avenir du marketing. Alors, si je réfléchis à la fois à l'expérience Willgo et ce qu'il y a eu avant, où on a fait du B2C dans une grosse dizaine de pays. En fait, on est passé de l'achat de médias assez classique, comme je disais tout à l'heure, où on achète des milliers de vues, etc. On achète, sans remonter à Britney Spears, Ryan Gosling, etc., où on achetait une personne qui était le mannequin de Disney, machin. Mais globalement, on achetait de l'espace, quoi. Et maintenant, à la fin de l'aventure Fox et 100% de l'aventure Willgo, en fait, on parle à des one-man media, donc des gens qui sont à la fois producteurs, créateurs, le visage du message, enfin d'un média en l'occurrence. On ne peut pas leur dire ce qu'on a envie qu'ils disent. Donc c'est à eux de faire le test, ils vont faire le truc. Et il faut bâtir une relation avec eux. Je trouve que ça prend un peu plus de temps, que ça nécessite plus d'authenticité, ça nécessite de faire plus d'aller-retour, etc. Les retours sont 100 fois meilleurs. Genre la performance de ce type de marketing n'a rien à voir. Ça, c'est le gros changement que j'ai vu. C'est qu'on est passé vraiment sur un marketing beaucoup plus incarné, beaucoup plus atomisé, et en l'occurrence, dont les performances sont bien meilleures. Ensuite, sur l'aspect ludique, en fait, c'est plus largement le fait qu'on est obligé, à la fois dans l'application, mais de manière générale dans le marketing au sens large, d'avoir une approche produit et de suivre l'engagement et d'avoir de penser en termes de funnel et de se dire où est-ce que je suis en train de perdre mon audience, quel est le trade-off que je vais faire entre vouloir toucher tout le monde et être précis sur un sujet. Donc c'est plus sur le fait qu'aujourd'hui, pour faire du marketing, il faut avoir une approche produit, à la fois pour soi et pour les gens avec qui on bosse. Et si on parle de cette fameuse audience-là, est-ce que, Nicolas, tu peux nous rappeler l'âge de ton audience qui sont-ils ? C'est dur à dire. Ouais. C'est-à-dire que, alors forcément, j'ai une audience qui est jeune. Je crois que la majorité doit se situer entre 18 et 25 ans. Mais j'ai quand même des stats assez impressionnantes de 30-40 ans, 40-50 ans, qui sont là. Non, j'aime bien le dire. Ce qui m'a un peu choqué, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte. Moi, dans ma tête, j'ai une audience très jeune. Et pour autant, là, j'étais à une convention il y a 3 mois. Et on m'a demandé une photo. J'ai vu quelqu'un qui devait avoir 55 ans. Je me suis dit, ah ouais, ok, il y a son fils qui doit être derrière lui. Et non. Ça m'a assez impressionné. Ça m'a un peu remis à la réalité où en fait, on ne sait pas trop qui nous regarde. Et potentiellement, à la majorité, c'est des jeunes, mais pas seulement. C'est ça qui est impressionnant. Pierre-Éric te regarde. Il m'a dit ça ce matin. Non, mais tu sais que même des fois, moi, ça m'arrive beaucoup avec Soundblog pour refaire le lien, où je parle à des clients et ils regardent mes vidéos. Et ça fait très égocentrique de dire ça comme ça, mais moi, ça me fait un petit rappel où je me dis, ah oui, c'est vrai qu'ils peuvent aller voir mes vidéos. C'est ça qui est rigolo. Et qu'est-ce qu'elle est cette audience-là? Comment tu pourrais décrire un peu la manière dont tu arrives à la capter? Enfin, on a compris, mais qu'est-ce que tu as vu comme changement? Est-ce que vous vous retrouvez un peu, toi aussi, tu dois capter ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils aiment aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont de quoi ils ont besoin en fait aujourd'hui? Alors, vous avez deux business différents, mais c'est compliqué, non, les jeunes aujourd'hui? Tu veux commencer ou pas? Pour le coup, est-ce que c'est compliqué les jeunes? Je pense pas, mais peut-être aussi parce que je suis jeune et que je les comprends naturellement. En fait, moi, j'essaye de faire des vidéos qui pourraient me plaire. Et naturellement, j'ai l'impression que si ça me plaît, ça peut plaire à d'autres personnes. Donc, je me pose pas trop de questions de comment plaire aux jeunes. Mais je serais très curieux de ton avis, toi, Edouard, de comment tu t'essayes de capter les jeunes. Alors, nous, on fait appel pour la communication de Willgo à d'autres lycéens qui sont eux-mêmes producteurs. Donc, sur TikTok ou sur d'autres réseaux, ils vont tester l'app, ils vont essayer, etc. Donc, c'est à la fois, on parle des jeunes à la fois en tant que relais et ensuite en tant que en cible finale. Le premier point, c'est, ça rejoint peut-être le niveau de maturité dont on parlait tout à l'heure, c'est le niveau d'exigence. Et en fait, c'est une génération qui ne se fait pas avoir par des messages à la con. Il y a vraiment une sorte... Non, mais vraiment, c'est très impressionnant. C'est-à-dire qu'ils ont un recul sur le message qu'on va transmettre. Nous, on est donc Willgo, c'est une app qui accompagne scolairement. Et au-delà de la logique produit qui est sympa, qui est fun, etc., très rapidement, et surtout de manière coordonnée. C'est-à-dire que... la génération alpha, la génération Z et la génération alpha, celle qui suit, c'est une génération qui est nativement vie socialement. Ça veut dire que toute expérience d'un produit qu'ils vont faire, ils vont la faire en commentant avec leurs copains sur WhatsApp ou sur Snapchat, etc. Ils vont regarder les commentaires beaucoup plus que les autres. Et donc,
Le point, c'est qu'ils sont individuellement et collectivement beaucoup plus exigeants et beaucoup moins, ils tombent beaucoup moins dans le panneau. Donc, c'est ça la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, ça va être bizarre aussi, comme je le dis, ils sont très mignons. Je sais pas comment dire. Non, mais on a une routine chez Willgo, c'est qu'on parle à chaque personne chez Willgo parle à 5-6 utilisateurs par semaine, voire même un peu plus en ce moment. Et en fait, il y a une bienveillance et une gentillesse de ces gens à qui on parle, moi qui me bluffe et m'émeut à chaque fois. Toi, tu ressens la même chose parce que ils sont mignons. Il y a des haters aussi, toi, sur la côté YouTube. Ils sont un peu moins mignons, les haters. Je sais pas si tu en as beaucoup. Étonnamment. En vrai, c'est rigolo parce que je dois en avoir quelques fois. Alors, très peu. J'ai la chance d'avoir une communauté hyper bienveillante et hyper... Et mignonne. Hyper mignonne. Ouais. Je saurais pas dire ça. Je sais pas si j'aurais utilisé ce terme-là, mais on voit l'idée. Étonnamment, c'est vrai que les haters, ça va être des personnes plus âgées. J'ai des fois des personnes de 30, 40 ans. On voit que c'est des adultes, même des parents, qui tombent sur mes vidéos un peu innocemment, qui me connaissent pas du tout, et c'est la seule vidéo qu'ils voient de moi. Et très souvent, il y a un peu un recul ou une condescendance, ou c'est quoi ces jeunes qui font ça, ou moi, à mon époque, on faisait pas ça sur Internet, on n'utilisait pas. Et pour le coup, ouais, il y a beaucoup de remarques négatives. Il y en a qui sont de très jeunes, mais il y en a au moins la moitié qui viennent de personnes plus âgées qui tombent sur mes vidéos et qui, pour le coup, ont vraiment beaucoup de jugement en regardant mes vidéos, vu que c'est la première fois qu'ils me voient. De voir quelqu'un de 23 ans qui commence à créer des projets, je pense que ça peut impressionner peut-être et aussi attiser de la critique facile à mon égard. Mais, C'est sûr. Et tu as beaucoup de retours comme quoi tu les inspires, tu leur donnes envie aussi, ils essaient eux-mêmes d'apprendre à faire des choses d'eux-mêmes. Enfin, je sais pas, est-ce que... c'est tout l'idée de ma chaîne YouTube, bien oui, sûr. Oui, mais du coup, ils t'écrivent souvent. J'ai beaucoup de commentaires. J'avoue, je vais pas regarder les commentaires, moi. Je suis la génération où je regarde pas les commentaires. En fait, ce qui est intéressant, j'aime pas parler de moi, ça fait très égocentrique, mais ce qui est intéressant avec mes vidéos, je vais quand même le faire, c'est que je touche à plein de parle sujets. Parle pas de toi, parle d'Ewen. C'est ça, non mais je suis mon premier fan parce que j'adore le contenu que je fais et ce que je trouve intéressant, je me mets du coup à la place d'un viewer, je me dis qu'il doit aimer les mêmes choses que j'aime dans mon contenu, c'est le fait que je touche à plein de choses. Dans mes dernières vidéos, j'ai dû faire des filtres TikTok, j'ai dû faire un bot de trading, j'ai dû faire une application, un jeu sur Roblox, des choses qui ont rien à voir individuellement. Et en fait, ça donne des idées. C'est-à-dire que là, j'avais sorti ma vidéo filtre TikTok et j'ai eu plusieurs commentaires de gens qui m'ont dit « Ah, excellent, je savais pas qu'il y avait un business derrière les filtres TikTok. Ah, ça m'a donné des idées de choses que je peux faire. Ah, c'est pas mal pour communiquer les filtres TikTok. » C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que ça éveille un peu des consciences. Si je reprends vraiment les filtres TikTok, il y a l'idée d'une économie où quand on fait un filtre TikTok, c'est-à-dire un jeu, c'est quand on se filme, on voit quelque chose qui va apparaître sur notre visage. Ça, c'est des choses qu'on peut coder et publier sur TikTok. On peut le faire soit pour gagner de l'argent parce qu'on est rémunéré au nombre d'utilisations de son filtre, mais on peut aussi le faire par exemple pour faire des vues. Le fait d'utiliser des filtres, des fois un filtre viral va nous faire des vues sur notre propre TikTok, ou à la place d'une marque, on peut le faire, et nous c'est aussi un truc qu'on propose sur Soundblock, on peut le faire pour faire parler de sa marque. Il y a un exemple que j'ai adoré moi dernièrement, c'est les chips Braise. Ils ont fait un filtre TikTok tier list. On pouvait classer ses saveurs de chips Braise préférées de 1 à 10 et on pouvait poster ça sur les réseaux. Et donc forcément, il y a eu des centaines de gens qui ont décidé d'utiliser le filtre, qui ont publié leur filtre. Et c'est de la publicité gratuite, en dehors du coût de développement, quoi. C'est ça qui est trop bien. Excellent quand même. Mais t'es dedans, toi, Edouard, rassure-moi. Mais t'es comme moi, t'es pas dedans. Alors, il se trouve qu'il y a chez nous Louis. Ah oui. Donc Louis, qui est un des 4 co-founders, qui a dû se mettre dedans quand on a, dans la boîte précédente, quand on a eu une ambition d'être dans des tas de pays et qu'il fallait une nouvelle manière de faire ça. Et résultat, Louis apparaît pour un magicien au sein de notre quatuor. Il fait des trucs qu'on ne comprend pas, mais ça rejoint totalement ce que tu dis. Pour le coup, c'est la nouvelle génération qui utilise le mieux les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est qu'on a tellement grandi avec qu'on comprend facilement qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui ne marche pas. Mais c'est aussi à double tranchant, c'est qu'il y a beaucoup de jugements, etc. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas parce que publier sur les réseaux, c'est intimidant. Ouais, se montrer quand même, c'est dur. Ouais, faire dur. un face cam comme tu fais, et puis parler. Ouais, c'est super dur. Et là maintenant, moi, j'ai appris à le faire parce que ça fait 2 ans et que je commence à avoir l'habitude. Mais la première fois,
c'est super stressant. Et pour le coup, c'est bien aussi d'en parler. On parlait du fait qu'il pouvait être très mignon. Je pense qu'entre nous, on peut être très méchant aussi sur la critique. Moi, j'en ai très peu sur mes vidéos parce que je pense que j'ai créé une légitimité du fait que j'ai 220 000 abonnés et donc j'ai ma place entre guillemets sur YouTube. Mais quelqu'un qui fait une vidéo pour la première fois, elle n'a pas cette légitimité et elle va se prendre beaucoup plus de critiques. Et c'est ça qui peut être dur quand on se lance. Et ça, qu'on soit jeune ou qu'on soit pas jeune. Une entreprise, une start-up qui décide de communiquer sur les réseaux pour la première fois, si elle ose s'y prendre mal, entre guillemets, qu'elle a mal compris une traîne, qu'elle fait des choses qui peuvent être mal interprétées, et les gens vont savoir le dire dans les commentaires. Je pense que les gens sont mignons, d'autant plus que vous proposez tous les deux de co-construire. Enfin, toi, du coup, en faisant des vidéos qui invitent complètement au test la personne qui te visionne. Et toi, Edouard, quand tu proposes à tous ces étudiants qui testent ton application de pouvoir faire des retours, ça force forcément l'engagement et c'est super cool. Et la question sous-jacente, c'est un peu, est-ce que tu trouves que du coup, toi, ton audience et cette jeune génération, elle a plus envie d'expérimenter, plus envie de construire, plus envie de tester et que c'est quelque chose que vous partagez? Je pense que c'est encouragé. Et que je sais pas à ton époque à quel point il y avait de personnes qui entreprenaient pour le coup. À notre époque, Alors, le général de Gaulle. Non. Non, mais pour le coup, c'est vrai que je peux parler que de ma génération. Je suis très jeune et donc je connais que ces 20 dernières années. Je connais pas comment c'était avant. Mais je pense que je peux m'avancer en disant que aujourd'hui, il y a plus de ressources, que ce soit du coup avec Internet, mais aussi avec l'IA, on en parlera sûrement après, qui a facilité énormément de choses, qui a fait sauter plein de barrières à l'entrée. Et c'est plus facile d'entreprendre aujourd'hui. Et même, on en entend plus facilement parler de gens qui entreprennent qu'avant. Et donc, je pense que naturellement, ça donne plus d'idées aux jeunes d'entreprendre. Et ça, couplé au fait aussi qu'il y a beaucoup de discours qui disent que on est dans un climat politique incertain, économique, etc. Il faut se prendre en main, il faut que tu sois ton propre patron, tu pourras prendre tes vacances quand tu veux, tu pourras faire tes heures. Alors, oui et non. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de discours comme ça qui font rêver les jeunes et il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de pouvoir être libres et donc qui entreprennent aussi. Moi, je me souviens, je suis sorti d'école en 2007. En 2007, c'était encore le moment où ce qui était le top of the top, c'était aller chez Lehman, chez Lazare, bosser en banque d'affaires. Ensuite, en 2008, ce monde s'est effondré. Ça a été remplacé par une autre catégorie, c'était le conseil. Il fallait faire du conseil. Et ensuite est arrivé, notamment quand Facebook a commencé à être un peu important et puis que Mark Zuckerberg était une figure auquel on arrivait un peu à se rattacher, il y a eu la figure du founder. Au début, qui était encore attachée à celle du consultant, parce que si on voulait aller chez Rocket, Internet, il fallait passer par McKinsey, Bain, BCG, machin. Donc c'était une sorte de founder, mais par proxy. Et ensuite, on a vu, alors sans parler des founders de Lovable et tout ça, mais on a vu des gens qui, from scratch, avaient commencé à devenir des founders. Et je regarde dans l'école où j'ai été, que d'un seul coup, toutes les initiatives d'incubateurs et autres, qui étaient un peu des trucs de pauvres mecs, enfin, qui étaient un peu des trucs hyper limités. Non, mais il y avait vraiment. C'était PusCorp qui était la sauce de geek qui s'est transformée en incubateur, globalement. Et en fait, c'est devenu le cœur du réacteur pour ce truc-là. Donc, effectivement, c'est une génération pour laquelle le rôle modèle, c'est celui de l'entrepreneur, beaucoup plus que les générations d'avant. Donc, ça va être. Et puis, la question des ressources. Que ce soit pour apprendre des hard skills sur le fait d'être entrepreneur, il n'y avait rien avant. Ouais. Il n'y avait absolument rien. Il y avait très peu de livres. Et maintenant, il y a tout. Et t'as tout, t'as tellement de ressources. Ah, c'est les joies d'Internet pour le coup. Oui, mais toi, c'est arrivé par opportunité, quoi. T'as pris tout ça qui est arrivé, tout est à monter. Pour moi, c'est aussi la définition de l'entrepreneuriat, Ouais, voilà. c'est saisir les opportunités. Pour le coup, j'ai énormément de chance d'être là où je suis. Je pense que ma chaîne YouTube a fonctionné grâce au fait que je connaissais Fuse, grâce au fait que j'ai pu travailler avec lui, grâce au fait que machin. C'est tout un jeu d'opportunités que j'ai saisi et je pense qu'il aurait fallu que je fasse une chose différemment il y a 5 ans et aujourd'hui, ça se trouve, je serais pas du tout ici en train de parler dans un micro et j'aurais fini salarié parce que machin pour X ou Y raison. J'ai beaucoup de chance et je pense que, enfin en tout cas, j'essaye d'en être conscient. Mais c'est aussi l'idée de forcer la chance, d'inciter la chance, essayer de voir les opportunités. Souvent, il y a plein d'opportunités autour de nous et on n'a pas forcément les yeux ouverts. On se concentre sur le schéma classique, souvent pour reprendre mon âge, souvent imposé par les parents de faire le cursus de la licence, etc. Et il faut avoir
le courage, l'audace de casser ça ou de voir d'autres opportunités ailleurs et de se dire ça peut marcher autrement. Et d'ailleurs, tes parents, ils sont entrepreneurs. Enfin, quand tu as Pas droppé du tout. Dauphine et quand tu t'es lancé, enfin, tu vois, est-ce que c'est la génération où, mais qu'est-ce qu'il fait en fait Incompréhension je totale. comprends pas. Ah oui, non, mais surtout qu'en plus, pire que ça, c'est qu'il y a le fait d'entreprendre. Entreprendre, c'est très large et on peut entreprendre dans plein de domaines. Quelqu'un qui va faire un salon de coiffure, c'est de l'entrepreneuriat. Moi, j'entreprends sur Internet en faisant des vidéos et en faisant des jeux pour des marques. Enfin, ils n'ont rien compris. Et encore aujourd'hui, je leur explique à chaque fois ce que je fais. Donc, c'est encore plus dur pour eux d'apprendre que je vais arrêter les études. D'autant plus des études qui sont vues comme bonnes. C'est-à-dire que Dauphine, c'est une très bonne université. M'entendre dire ça en dernière année à Dauphine, de leur dire j'arrête tout, j'aurai pas de diplôme et je vais me mettre sur YouTube. En plus, ma chaîne YouTube rapportait pas assez d'argent pour vivre, on va dire, et mes projets à côté commençaient à se développer pas mal, mais il y avait toujours ce risque de ça se trouve dans 6 mois ça marchera plus, ou ça se trouve on n'aura plus de clients, ou ça se trouve. Donc c'était quand même un gros risque, et objectivement c'était un peu couillu. Je pense que Audacieux. j'aurais pu ouais, non mais c'est ça. On pourra biper mais je sais pas si je dis ça surtout pour dire que c'est pas quelque chose que je recommande forcément. Je vais pas prétendre vendre le rêve de dire faut arrêter les études, faut se lancer, parce que je pense que c'est quelque chose de dur et que à tout moment ça aurait pu très mal fonctionner pour moi, et que ça aurait pu s'arrêter et j'aurais dû retrouver un cursus universitaire, mais je l'ai fait en connaissance de cause. Je me suis dit je me donne 1 an. Si ça marche pas, je retournerai dans le cursus des études. J'aurai pas Dauphine, ça sera quelque chose d'autre, c'est pas grave. Et puis je relancerai un projet plus tard. C'était pas forcément super la inspirant finalité. aussi, ça aussi, de dire on peut arrêter, je teste et puis au pire je reprendrai mes études après. Enfin, il n'y a pas De fou. de chemin à suivre. Il faut tenter, il faut suivre un peu son Faut instinct, tenter, quoi. et même en vrai, si on peut essayer d'allier les deux, c'est moi ce que Ouais. je ferais. Je me suis permis de le faire parce que j'étais à un stade où je me posais vraiment la question de faut que je me mette à 100%. Mais même pour moi, le scénario idéal, c'est d'avoir les études et de lancer un projet à côté. C'est à côté de le soir, les heures de disponible, on passe à fond sur son projet et on s'accorde un agenda où on continue d'assister aux cours et de travailler pour avoir le diplôme. C'est quand même important. Et tout va, même entrepreneur, regarde, même toi, ça a changé, tu vois, la manière, tu disais, pour Willgo, il y a quelques mois en arrière, s'il n'y avait pas eu toute cette révolution IA, le temps de sortir de l'aide aux devoirs pour un programme d'histoire, par exemple, le trimestre aurait été terminé, ils auraient fini, mais en fait, c'était pas possible. Enfin, tout est en train de, tu vois, tu peux entreprendre plus facilement, plus rapidement. Regarde, là, tu as montré un truc. Enfin, pardon, je te laisse parler. Mais... Non, parce que j'allais dire encore plus, entre les deux podcasts, celui précédent et celui-là, il y a Gemini 3 qui est sorti. C'est il y a même pas un mois. Et... Moi, Gemini m'envoie des mails quand ils sortent des modèles. Je suis dans leur base de données d'influenceurs tech, et j'ai trouvé ça trop drôle quand j'ai vu ça. Du coup, je vois les sorties. En gros, les sorties, par exemple celle de Gemini 3, a changé de manière structurelle la manière avec laquelle on crée du contenu et avec laquelle on peut l'internationaliser, par exemple. Et ce qui, de manière très, ça devient quasiment habituel, change totalement le business plan de la boîte, nous fait revisiter tout un tas d'options qu'on pensait être pas possibles. En fait, ça devient possible. Alors, moi, tu parlais de chance tout à l'heure. Moi, tous les matins, je suis tellement content d'être un geek maintenant, avec le soutien de Daphne et surtout le faire avec mes 3 potes. C'est une période complètement dingue. Si je reprends les précédentes expériences professionnelles et que je pouvais les refaire maintenant avec les outils qu'on a, les moyens qu'on a, etc., ça aurait été très différent. Et ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr, là. Ouais. Tata a réussi à saisir des opportunités de dingue avec des outils qu'il y avait à disposition, des médias qu'on avait tous, on aurait tous pu faire, comme toi à l'époque aussi, on aurait tous pu monter, mais c'était moins facile quand même. En fait, il y a 2 choses, c'est-à-dire que, moi, à titre perso, dans ma vie, j'étais après être passé chez Bain, j'ai été chez Amazon parce que je voulais me rapprocher, c'est vraiment une stratégie à la con, me rapprocher de Internet que j'aimais tant, je suis allé chez Amazon. Donc vraiment le move le plus corpo du monde. Au bout de 5 mois, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Oliver Zamber, qui est le mec qui avait fondé Rocket Internet, et qui pendant 10 minutes m'a expliqué que je surestimais totalement mon niveau de risque et que c'est le moment où il fallait se lancer.
Et ça rejoint un peu ce que tu disais sur, en fait, il faut savoir évaluer son risque, le contrôler aussi en se disant, en fait, c'est pas grave, je peux retourner faire des études, etc. Et ça, en fait, cette réflexion de se dire, en fait, quel est réellement mon niveau de risque aujourd'hui? Est-ce que j'ai pris des emprunts? Est-ce que j'ai des enfants, etc. Et que je dois gérer? Mais en fait, mon niveau de risque, il est souvent beaucoup plus faible que celui qu'on estime. Donc moi, j'ai eu ce premier truc de niveau de risque qui a été pété par un mec qui est rentré dans ma vie et qui m'a dit, juste, au pire, tu bouffes des pâtes pendant 6 mois et puis tu retournes chez Bain après. Et le deuxième point, c'est... Alors, je suis en train d'oublier ce que j'étais en train de dire, mais dans les deux... Voilà, c'est dans les deux trucs déclencheurs. Et le fait de venir à un moment aussi où il y a eu quelque chose qui n'existait pas avant, en plus des outils, c'est tout un tas de gens qui ont envie d'investir là-dedans. Daphne notamment, qui a été le premier supporter avec eFounders de Fox. Et ça, c'est aussi un des éléments nouveaux qui est arrivé. Donc la thune, la mentalité et maintenant les outils. Du coup, c'est peut-être l'occasion. Nicolas, est-ce que toi, tu peux nous parler des différents outils qui ont un peu changé ta façon de créer, notamment dans la creator economy, parce que je pense qu'il y a des sujets très intéressants à développer, et aussi qui a envie d'investir là-dedans, qui a envie de te supporter là-dedans, comment les choses vont évoluer sur ces deux piliers. Tu penses du coup lié à l'IA ou pas forcément Lié à tout ce que tu veux. Les outils que j'utilise, tu veux dire, pour créer du contenu? Ouais, exactement. Les plus classiques, ça va être tout ce qui est Notion, Google Drive, Premiere Pro, les trucs qui existaient déjà. Alors Notion, c'est plus récent pour le coup, mais les outils Google et Premiere Pro, tout ce qui est la suite Adobe, ça c'est assez classique chez un YouTuber. Je pense que d'un YouTuber à l'autre, c'est plus ou moins tout le temps les mêmes outils. Maintenant, c'est ce qui fait la différence, et ce qui est très nouveau et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est forcément l'avènement de l'IA, des outils liés à l'IA. Et ça, pour le coup, j'en vois toutes les semaines, j'ai des nouveaux outils qui passent. Les plus évidents, c'est tout ce qui est Gemini, ChatGPT et Claude. Moi, c'est les 3 IA que j'utilise, mais pas pour les mêmes raisons. C'est ça qui est assez intéressant et ça évolue. C'est-à-dire que j'ai utilisé ChatGPT, j'étais ChatGPT Premium pendant 2 ans. Là, j'ai résilié il y a 6 mois mon abonnement pour passer sur Gemini Pro. Et potentiellement, si ChatGPT ressort un modèle encore mieux, je vais repasser. C'est pour ça que ça évolue très très vite et il faut se tenir au courant, il faut regarder les mises à jour. Et comme tu dis, la Gemini 3 qui sort très récent, il faut regarder ce que ça donne et potentiellement ChatGPT va surenchérir. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que les outils évoluent très très vite et on peut très rapidement avoir besoin de passer d'un outil à un autre. Et moi, ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est les cas d'usage qu'on fait. C'est-à-dire que ChatGPT, aujourd'hui, je vais l'utiliser pour générer des prototypes, des schémas, des images. Gemini, je vais l'utiliser des fois pour répondre même tout simplement à des mails, pour aider à écrire. Des fois, j'ai des idées en tête ou des explications. Je lui donne mon explication et je lui dis, est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis? Est-ce que tu peux pas le reformuler ou trouver une autre métaphore? Et des fois, il m'aide sur ce genre de choses. Mais il est aussi très fort pour la retouche photo. Et ça, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même, on lui donne des miniatures YouTube. On a envie de tester un truc différent. Je sais pas, par exemple, le t-shirt, il est jaune. Est-ce que s'il était rouge, ça marcherait pas mieux? Et donc, on va lui demander de juste changer la couleur du t-shirt. Et autant ChatGPT te referait tout, il va te refaire un autre visage et ça va être un peu différent, ça marchera pas. Gemini, ça marche très bien. C'est super naturel. On ne voit pas que ça a été fait par de l'IA. Et donc, ça permet de crash tester plein d'idées sur les miniatures. Nous, sur YouTube, il y a un outil qui permet de faire de l'A/B testing. Donc on va tester 2 miniatures, même 3 miniatures dans les faits. On va regarder laquelle fait le plus de clics et incite le plus les gens à regarder la vidéo. Et on va faire ça plusieurs fois. On va faire plusieurs rounds, on dit. C'est-à-dire qu'on va faire un premier round où on va tester un t-shirt de couleurs différentes. Ensuite, on va trouver la bonne couleur de t-shirt. Et donc ensuite, on va tester, si je tiens un objet dans la main, on va tester 2 objets différents. On va regarder lequel est le mieux. Ensuite, on va tester un background différent peut-être. Et donc, on essaye d'optimiser, de suroptimiser. Et ça, pour le coup, autant il y a 1 an, des fois, je faisais 2 versions d'une miniature parce que déjà, c'était très chronophage. Maintenant, on est capable de faire 10 versions différentes très rapidement. Et pour autant, on va pas dire moi, je travaille avec un graphiste qui m'aide à faire mes miniatures. Il n'a pas moins de travail. C'est ça qu'on peut dire. C'est qu'il y en a qui ont l'impression que l'IA va les remplacer. Il n'a pas moins de travail. Au contraire, il en a plus parce qu'on fait plus de versions et lui, il l'utilise comme un outil en premier. Donc, je pense que c'est intéressant de voir ça, c'est de voir l'IA comme un outil et c'est un outil qui sert surtout aux créatifs. Les personnes, on parle plus maintenant, si on reprend l'exemple des miniatures, savoir faire une miniature, ça suffit pas, il faut savoir faire une bonne miniature et avoir les bonnes idées. Donc on utilise pas mal ça pour tester des choses. Et le 3e outil, ça va être au niveau du code, ça va être Claude. Alors c'est Claude aujourd'hui, peut-être que ça sera une autre IA demain en fonction des mises à jour, pareil. Moi, de mon expérience, Claude est super fort aujourd'hui et c'est assez pratique de coder avec.
Ça te génère des idées tu proposes des idées de code et ça va te coder des choses automatiquement. Très pratique, mais c'est pas non plus apporter. On va pas dire que c'est la chose magique dans le sens où quelqu'un qui sait pas coder va commencer à coder son app de A à Z avec l'IA. Il faut quand même comprendre ce que l'IA fait. C'est super important parce qu'il y a des enjeux énormes derrière ce qu'elle va faire qui sont la sécurité, qui sont plein de choses qui, si on s'y connaît pas, on va lui faire confiance aveuglément. Et d'expérience, Dieu sait que l'IA peut faire des très grosses erreurs techniques et des très grosses erreurs de sécurité. Et pareil, si derrière on veut faire des modifications, des fois l'IA peut être perdue, des fois elle peut faire des choses pas du tout optimisées, ça peut être très sale ce qu'elle fait, ça peut être très lent, ça peut être pas du tout optimisé pour de la prod. Mais pour crash tester des idées très rapidement, pour avoir juste testé de faire des POC, faire des choses comme ça, c'est super pratique et on peut le faire en une journée. On peut passer d'une idée à un projet qui fonctionne dans les faits et qui va pas forcément être mis en prod, mais qui permet de quand même tester des choses. Et ça, pour le coup, c'est une énorme révolution. Demain, n'importe qui peut tester de faire un POC, avoir une idée et créer un premier prototype et voir ce que ça donne. Et derrière, si ça prend, essayer de recruter et de mettre en forme une équipe pour aller plus loin et se professionnaliser. Et mais Edouard, d'ailleurs, les outils de code aussi. Enfin, Alors, toi, là, le stack est assez similaire, c'est-à-dire que nous, on a toute une partie génération de contenu, et ça, c'est Gemini qui est le meilleur, et notamment pour des notions de sécurité et de s'adapter à la cible à laquelle on s'adresse. C'est-à-dire, nous, on a des problématiques où on parle à la fois des collégiens, des lycéens, et la manière de parler n'est pas la même. Pour le code, il y a 2 teams dans la boîte, entre ceux qui préfèrent Codex, c'est ChatGPT, ou ceux qui utilisent Claude. Moi, Codex, je suis entre qui est les le deux. dernier modèle de ChatGPT au niveau du code. Exactement. Et qui est assez pratique parce qu'on file tout le bousin et on revient 5 minutes après. Et la feature, il y a une pull request sur GitHub, on peut tester la feature. Après, il y a un truc qu'on on commence à utiliser pas mal, alors que j'étais très opposé philosophiquement au no-code, parce que j'aime bien le code, c'est Lovable. Ouais. La première fois que j'ai essayé, je trouvais ça nul, honnêtement. Et puis, en fait, Louis, parce qu'on parle beaucoup de Louis, notre Salut, Chief Louis. Marketing Officer, c'est tiens, j'ai besoin d'avoir une plateforme pour gérer mes influenceurs, sur lesquels les influenceurs qui ont envie de poster une vidéo qu'ils ont fait sur Willgo, ils peuvent aller la mettre. Et puis ensuite, ça va se connecter à l'API TikTok. Et puis ça va récupérer les vues, puis on peut les rémunérer, etc. Et tout ça, Louis l'a fait alors, sans passer à côté de ce que tu as dit, qui est la chose la plus importante, c'est comprendre ce que fait l'IA. Donc, c'est avec une certaine connaissance de qu'est-ce qui va se passer si je demande ça. Mais avec à peu près aucune connaissance de code, on a un outil qui est fonctionnel, qui est assez safe. En tout cas, la base de données, de toute façon, est séparée, donc il ne peut rien se passer. Mais moi, j'encourage pas mal de gens à utiliser Lovable pour des outils, même des outils internes, en fait, ou des outils quasi internes. Parce que les résultats qu'on a sont super bons. Il faut juste avoir en tête les enjeux. Exactement. Comme tu le dis, elle ne va pas être connectée à ta base de données de production et peut-être qu'elle a un accès en lecture seulement ou des choses comme ça, mais il faut faire hyper attention à ce que l'IA peut faire, sinon ça peut avoir des grosses conséquences réelles. Donc il faut quand même, comme tu dis, comprendre ce qui se passe. Et c'est super cool pour des outils internes, mais il faut réfléchir quand même à la manière dont on l'intègre. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute une problématique avec l'IA, c'est qu'est-ce qu'on lui donne, toute la confidentialité des données, tout ce qui est... Il y a plein d'enjeux, et demain, si on commence à créer un outil en interne, il faut quand même réfléchir à où est-ce que mes données vont aller, à quoi elle va avoir accès, est-ce qu'elle a des accès spécifiques ou quoi, ou est-ce que même d'un point de vue sécurité, est-ce que le logiciel est public ou est vraiment en interne, et donc même si la base de données n'est pas sécurisée, c'est pas grave parce que personne va pouvoir se connecter dessus. Il y a plein de petites questions quand même à se poser qui sont importantes. Et surtout quand on file une clé d'API, par exemple OpenAI ou Claude, etc., à Lovable, qui se met à tourner tout seul et il y a une carte bleue qui est branchée dessus. J'en parle pas par expérience, on a failli faire l'expérience. Il faut faire très attention. Nicolas, un point aussi qui est important dans les podcasts Daphne, c'est d'essayer de récupérer tous les conseils que tu pourrais partager avec la communauté. J'ai 2 questions sur ce sujet-là. La première, c'est est-ce que tu peux identifier une erreur majeure quand on s'adresse à une audience jeune et dans le marketing que peuvent faire les startups en s'adressant aux jeunes audiences? C'est la première.
Ok. Je m'arrête là. T'as peur que je me perde sur la deuxième question et c'est très... Tu commences à bien me comprendre. Non, c'est vrai que... Alors, marketing, c'est très large aussi, mais je sais qu'en général, quand une boîte veut commencer à communiquer, que ce soit une start-up ou même pas forcément, les premières choses à faire, ça va être de créer un compte YouTube, un compte TikTok, un compte Instagram. On se dit que c'est le premier canal d'acquisition pour parler aux jeunes et c'est même très naturel. Ce qu'il faut faire attention, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on fait, donc de ne pas faire du contenu pour faire du contenu. C'est d'essayer d'apporter, alors c'est les termes un peu entrepreneurs, mais d'essayer d'apporter de la valeur ajoutée. Il faut que le contenu ait un sens et de l'intérêt. Je sais qu'il y a beaucoup de marques, par exemple, qui vont juste faire des trends. Ça se fait beaucoup. C'est de voir des trends et juste les reproduire, que ce soit des danses, des choses comme ça. Je sais pas si le retour sur acquisition est très pertinent, mais pour le coup, je pense que si j'étais à la place d'une marque, j'essaierais de faire du contenu qui va cibler mon audience. J'ai regardé un peu ce que vous faites avec Willgo et je trouve ça très cool parce que vous faites des choses en rapport avec les annales de bac, avec des conseils pour réviser, des choses comme ça. Je trouve que c'est cool parce que ça a un vrai sens, ça apporte quelque chose. Et donc les gens qui vont s'abonner au compte ou qui vont commenter ou qui vont interagir avec le compte, c'est que de nature, elles ont envie d'apprendre, elles sont intéressées par le milieu scolaire, etc. Et donc je pense que vous aurez potentiellement plus de conversion qu'une marque qui va faire des choses qui sont moins corrélées ou qui ont moins de sens. Et je sais pas qui est derrière le TikTok, je vois qu'il est très jeune et je pense qu'il a un peu les codes, il s'y prend très bien. C'est-à-dire qu'il fait des formats courts, etc. J'ai même pas vu, moi. Alors, c'est pas Louis, parce qu'on va en parler beaucoup de lui, mais c'est Louis qui s'occupe de tout ça. Non, on fait confiance aux jeunes. Enfin, très clairement. C'est que les jeunes arrivent bien à parler aux jeunes, c'est ce que je disais tout à l'heure, on se comprend mutuellement. Donc c'est une bonne façon de faire. Et puis le deuxième conseil, je pense que ça pour faire aussi parler de Sandblock, c'est que essayer de faire des choses originales, des choses créatives, essayer de marquer les consciences, essayer de sortir du lot, faire des vidéos. Pour faire des vidéos, on peut vite être noyé dans la masse, on peut vite stagner à 1000-2000 vues. Faites quelque chose de créatif, faites une opération de communication, un concours, faites un projet virtuel. Non, il y a plein de choses à faire, même les filtres TikTok, j'en parlais, c'est super original. Une marque qui commence à faire des filtres TikTok, ouais, c'est un peu mon credo, c'est d'essayer de sortir des sentiers battus. Et je pense que pour communiquer aujourd'hui, on est tellement noyé dans la communication, dans les publicités, etc. Le meilleur moyen de faire des stats et d'essayer de sortir du lot, c'est de penser créatif et de faire des choses originales. Ça rejoignait ma deuxième question de conseil qui était... quels nouveaux médias et quelle nouvelle stratégie d'acquisition tu peux conseiller aux différents projets de start-up, tu vois, de considérer, regarder, est-ce qu'on peut faire du Roblox, est-ce qu'on peut faire du Discord, est-ce qu'on peut faire, on t'a déjà cité les filtres, etc. Mais... alors c'est intéressant, mais je ne vais pas prétendre que ça parle à toutes les marques. Roblox et Discord, c'est super intéressant parce que on ne se rend pas compte, mais pour donner du contexte, Roblox, c'est une plateforme où on peut créer des jeux dessus. Donc c'est comme une marketplace, comme un Steam, mais l'idée c'est que c'est un écosystème où il y a toute la monétisation, etc. C'est centralisé sur Roblox. Il y a un système de ce qu'on appelle des Robux, c'est la monnaie virtuelle, et quelqu'un peut créer un jeu demain, le publier sur Roblox et profiter de cette monétisation. Ce qui est incroyable, c'est que là je parle de Roblox comme ça, mais les jeux les plus joués au monde aujourd'hui, c'est des jeux Roblox de très très loin. Ça a dépassé tous les plus gros hits que vous pouvez imaginer. Il y a des dizaines de millions de joueurs simultanés sur les plus gros jeux. Et c'est pour ça que ça prend de la place et qu'on ne se rend pas compte qu'on n'est pas dedans. Donc c'est super intéressant de s'y intéresser si on veut parler aux jeunes, parce que forcément ces jeunes-là vont grandir sur Roblox, vont grandir avec. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, je sais que les marques de prêt-à-porter, Adidas, Nike, etc. s'y intéressent. Et aujourd'hui, on peut acheter des vêtements de leur marque sur Roblox. On peut faire, je sais qu'il y a Ikea. Parle d'Ikea, oui, s'il te plaît. Ikea, c'est incroyable. Ikea qui a fait un magasin virtuel Ikea. Alors pour eux, c'était vraiment pour faire parler, c'est sûr, mais qui ont recruté des salariés en CDI. Alors on s'est dit pas forcément CDI, mais qui étaient payés à l'heure sur leur map Roblox Ikea, qui était une reproduction d'un Ikea virtuel. Pareil, c'est des jeunes qui vont grandir avec. Donc grandir avec l'idée d'acheter ses meubles chez Ikea, etc. C'est super important pour eux. Donc il y a ça, et il y a plein de marques qui s'y intègrent. Ils ont même fait un partenariat, je pense que tu as aimé que j'en parle, avec Shopify. On peut créer, si on a une boutique Shopify, on peut l'intégrer à sa map Roblox. Et ils ont fait une intégration, c'est-à-dire que Roblox devient un véritable canal d'acquisition au même titre que TikTok, YouTube, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de médias auxquels on ne s'y attend pas, et Discord aussi, pour moi, assez intéressant. Discord, c'est, pour ceux qui ne voient pas, c'est comme un Slack,
C'est le même fonctionnement. Il y a des serveurs Discord qui ont des canaux auxquels on peut parler, et des canaux textuels et des canaux vocaux où les gens peuvent se connecter et parler avec les autres personnes de la communauté Discord. Et il y a beaucoup de marques qui s'amusent à faire des serveurs Discord pour rassembler leur communauté. Et il n'y a pas plus interactif qu'un serveur Discord. C'est-à-dire que les gens parlent en direct. On peut faire des concours, des événements, parler de produits qui vont sortir, parler de mise à jour si on a une application. On peut parler de plein de choses et prendre le retour direct des utilisateurs. Mais on peut aussi voir les screens qu'ils vont poster, les photos. On peut faire plein de choses qui sont hyper intéressantes. Et c'est des choses qui ne sont pas forcément permises avec un compte Instagram ou un compte TikTok. Donc je pense que c'est des choses à pas négliger. Maintenant, c'est vrai que c'est des audiences qui vont être très jeunes sur Discord et Roblox, donc il faut l'avoir en tête. Et il faut que ça soit le but dans la stratégie de communication, forcément. Hyper intéressant. Moi, je suis encore émerveillée 1 heure après. Vas-y. J'ai passé mon temps à prendre des notes Edouard. à l'instant. Je me suis envoyé un message à moi-même. Est-ce que tu veux finir toi aussi, Edouard, à donner des conseils, 1 ou 2 conseils sur l'entrepreneuriat, ou aux parents qui nous écoutent, qui ont des élèves qui, au collège ou au lycée, qui décrochent ou qui ne sont pas motivés ou... Alors, moi, je suis infiniment reconnaissant vis-à-vis de mes parents de m'avoir laissé geeker. Non mais attends, moi je me dis, j'aurais dû être geek en fait. C'était tellement... Je regrette. Mais je regrette de ne pas avoir été geek et je regrette d'avoir traîné au lieu de là. Je veux retourner en arrière et arrêter de traîner ou, tu vois, ou rien foutre dehors, traîner. Aurélie, Et tu T'as peux fait commencer d'autres maintenant. choses, forcément. Nous, on l'a fait sur Non, des mais- PC, mais il y a Moi, plein de je- choses que tu as pu faire et qu'on n'a pas fait. Attends, mais non, je serais jeune, je te jure, je me dirais, mais là, tout demain, j'arrête le week-end de traîner, scroller, et je sais pas, je vais tester ces nouveaux trucs, quoi. Franchement, c'est hyper inspirant pour les jeunes, tout ce que tu dis, tout ce que tu racontes. Mais le deuxième conseil, enfin le fait pour les parents que c'est ok de faire des trucs que leurs enfants comprennent, enfin que leurs enfants fassent des trucs qu'ils comprennent pas, parce que moi ça a changé ma vie. Le deuxième point, c'est que pour les plus grands, pour les adultes qui se disent mince, j'ai laissé passer le train, en fait il y a une surestimation du mur de difficulté que c'est d'apprendre à coder, par exemple. Il y a des tas de langages qui sont très faciles dans lesquels c'est très facile de rentrer dedans, encore plus facile maintenant quand on a de l'IA. L'IA est très bonne pour expliquer ce qui se passe dans un bout de code. Par exemple, si on veut répliquer un bout de code, on peut l'envoyer à une IA en disant explique-moi ce qui se passe, et ça marche hyper bien. Et en fait, il suffit de 3 semaines, et honnêtement, en 3 semaines, on commence à avoir un niveau qui est pas nul. Enfin, on peut commencer à faire des choses. Donc quelle que soit la situation dans laquelle on est, même si on est dans un job corporate qu'on n'aime pas, etc., on peut se dire, je zappe une série télévisée où je vais me bloquer X fois 45 minutes, et je me dis, à la place, je me fais une formation, et ça marche super bien. Ouais, t'as raison, c'est vrai. C'est vrai, je dis ça, j'ai qu'à le faire maintenant, en fait, ce week-end. Hein. Tout est une question de priorité, on a toujours le temps. Exactement. Non, mais c'est surtout que c'est aussi un exercice mental hyper intéressant. C'est de comprendre comment fonctionne la machine, l'algorithmique et tout. Et on peut avoir l'idée que l'IA remplace les choses et qu'on n'a plus besoin de savoir coder. En fait, c'est trop intéressant de comprendre comment ça fonctionne, comment une boucle fonctionne, à quoi ça sert, les variables, etc. C'est que c'est vraiment de la logique et des mathématiques. Donc si on s'intéresse un tant soit peu aux maths, on peut que être intéressé aussi par cette discipline. Eh bien, c'est parti, ce week-end, vous avez le programme. En tout cas, toi, tu codes peut-être aussi, Roman. Non, mais c'est d'ailleurs à l'origine du business model de tellement de business, cette mauvaise perception de la barrière que c'est que de maîtriser l'IA, le code, etc. Parce que du coup, on peut proposer des services en imaginant que le coût d'opportunité est dingue et faire des business viables alors que tu pourrais le faire en une après-midi ou en 2 jours, quoi. C'est vrai, écoutez, on arrive à... ça fait bientôt 1 heure, presque un peu plus d'1 heure, donc merci beaucoup. Merci Nicolas, merci Edouard, notre co-host spécial. Merci pour toutes ces idées dont tu as parlé, tous ces nouveaux leviers marketing, toutes ces idées qu'on a tous notées. On a une communauté un peu aussi jeune, nous, d'entrepreneurs, donc ça nous donne quelques idées aussi. Merci pour les conseils sur l'entrepreneuriat, sur tous les outils que vous avez cités, sur l'audience, comment comprendre un peu plus les jeunes et s'appuyer sur les autres jeunes pour mieux comprendre vos audiences.
Voilà, arrêtez de traîner, arrêtez de scroller, essayez tout ce qu'il y a en ce moment. C'est hyper inspirant, vraiment. J'espère qu'il y a plein de jeunes et pour tous ceux qui écoutent, je sais généralement une audience un peu plus âgée qui nous écoute, mais si jamais vous voulez inspirer vos enfants, franchement, envoyez-leur cet épisode. Merci encore Romane, parce que tu as contacté Nicolas et c'est grâce à toi s'il est là aujourd'hui. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.